Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Au lendemain des élections législatives anticipées en Allemagne, les résultats donnent les chrétiens démocrates de CDU-CSU en tête des élections législatives avec 29% des voix, mais ils doivent maintenant former une coalition pour gouverner le pays. Et je reçois pour décrypter cette actualité allemande Didier Assogba, journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, heureux d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, sans surprise, les chrétiens démocrates remportent les élections législatives anticipées en Allemagne. Oui, vous savez, ce parti politique solidement ancré donc, en Allemagne depuis bien des années fait toujours de très bons scores aux élections. Depuis le temps déjà de Angela Merkel, on a déjà vu ce parti politique qui dominait l'Allemagne et qui a permis justement à l'ancienne chancelière de rester pendant longtemps à la tête du pays. Et donc ça ne fait pas, bon, il y a ces dernières années avec le départ de Angela Merkel, il y a eu un peu une baisse dans les, on va dire, dans les intentions de vote et dans la popularité de ce parti politique. Mais on a vu un peu les autres s'essayer à la faire publique. Et très rapidement, les Allemands se sont dit il vaut mieux retourner au CDU plutôt que de continuer avec des gens, avec les autres partis politiques qui n'ont peut-être pas... Notamment l'AfD. Naturellement. Et donc, c'est déjà une très bonne nouvelle pour les amis de CDU. Voilà, CDU qui a longtemps percé dans les sondages, mais à ces élections, le parti s'en sort avec 29% de voix, moins que les 30% quand même pour avoir une majorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment est-ce que la scène politique allemande a évolué ces dernières années? Mais la difficulté qu'a eu le CDU, c'est peut-être avec la montée de l'extrême droite. Vous savez, partout en Europe aujourd'hui, on a une extrême droite qui continue de monter. L'Allemagne ne fait pas l'exception. Et donc, vous voyez le parti alternatif pour l'Allemagne qui continue de monter avec beaucoup de jeunes qui commencent par épouser l'idéologie de ce parti politique-là, on va dire des extrêmes droites, des gens, des Allemands de souche, et des gens qui veulent retourner l'Allemagne, qui sont anti-système et qui aujourd'hui continuent de monter dans le score, surtout sur la scène politique. On a vu il y a quelques années, ils gagnaient peut-être 10% à l'issue des élections, mais là ils sont au-delà de 20% cette fois-ci, et ça fait donc que ça fait des voix qui se perdent au niveau du CDU, et donc ce parti qui monte fait que le CDU ne peut pas avoir la même mise totale sur la scène politique au niveau de l'Allemagne, et cela se traduit naturellement par les scores. Ils auraient voulu avoir 30%, mais voilà, la montée du parti alternatif pour l'Allemagne fait que le CDU n'a pas pu avoir le score qu'il fallait pour la majorité. Et pour gouverner justement et avoir une majorité, le CDU doit donc composer avec un autre parti. Mais quelles pourraient être les conséquences justement de ce retour en force de CDU quand même à la tête de la chancellerie allemande? Ben oui, déjà ils sont en pole position, c'est-à-dire que c'est eux qui décident avec qui ils travaillent pour former justement un gouvernement. Donc ils vont avoir on va retrouver un chancelier du CDU. Après, ils peuvent glaner. En tout cas, le chancelier, on a déjà quand même le nom qui se décline, le conservateur Friedrich Merz, qui donc en voie de devenir le prochain chancelier allemand. Exactement. Donc il pourra, s'ils veulent continuer dans la logique de la gestion du pays et mettre en difficulté l'extrême droite, ils peuvent continuer à composer avec l'ancien chancelier. Et les partis qui gravitent autour de ces deux partis politiques là pour former une coalition gouvernementale justement avec le chancelier dont on vient d'avoir le nom et puis le gouvernement qui va se mettre très rapidement en place au niveau de l'Allemagne pour permettre au pays de continuer je dirais sur les mêmes bases finalement, parce que c'est les mêmes idéologies, c'est la même façon de gérer. Ils étaient déjà dans les coalitions, donc ça permettra justement de conduire l'Allemagne à bon port, comme on dirait. Et la grande question, quelle sera donc la politique du
futur chancelier allemand, surtout la politique dans l'espace Schengen, ou sinon vis-à-vis de l'Union européenne, et aussi au-delà, avec un Donald Trump de retour aux États-Unis et le dossier ukrainien, surtout, quelle sera sa position? Ce sont les grandes questions. Oui, peut-être qu'on attendra son discours de prise de fonction pour voir clairement comment il trace la ligne, mais on connaît justement l'Allemagne. L'Allemagne, ces dernières années, c'est un pays assez pragmatique, depuis toujours d'ailleurs. L'Allemagne ne se jette plus sur des affaires comme cela. Il va avec beaucoup plus de prudence, accordant la priorité à la gestion interne et au développement interne, à la bonne santé de l'économie allemande et à comment créer de l'emploi pour les jeunes, pour éviter justement que des partis de l'extrême droite continuent de monter. Et donc l'Allemagne restera assez prudente sur des questions qui divisent, notamment l'Ukraine et tout. On a vu, ils avaient fourni quelques chars et quelques instruments, enfin quelques armements au départ. Mais le pays avait ralenti, hein, oui, avec le temps, a ralenti sur son investissement, son soutien à l'Ukraine. Avec l'arrivée justement de Donald Trump aux États-Unis, Donald Trump qui tranche complètement avec ce que faisait Joe Biden. Donc vous allez voir que l'Allemagne restera prudente sur des questions notamment dans ce sens-là. Mais comme on dit d'habitude, une coalition avec la France pourrait peut-être permettre de, je ne dirais pas ramener à la raison Donald Trump, qui est carrément dans une autre logique. Justement, quel est votre regard là-dessus, gérer la gestion du dossier ukrainien par Donald Trump, mais aussi son homologue russe, Vladimir Poutine, des décisions à prendre, décisions importantes, mais sans l'Union européenne, qui au départ faisait partie des alliés importants de l'Ukraine? Non, vous savez, les États-Unis faisaient beaucoup de choses au niveau de l'Ukraine par procuration, donc en confiant un certain nombre de gestions de dossiers à l'Union européenne. Mais Donald Trump a estimé que l'Union européenne, jouait un peu comme des troubles faits, quelqu'un qui attisait le feu plutôt que d'amener l'Ukraine naturellement à avoir une position conciliatrice, de dialogue avec la Russie pour qu'on finisse avec la guerre. La logique de Donald Trump, c'est de finir avec cette guerre-là, d'obliger les Européens, y compris l'Ukraine, à aller dialoguer avec Vladimir Poutine pour qu'on finisse justement avec cette histoire de guerre-là qui a mis le monde à terre depuis 2-3 ans. Donc Donald Trump ne veut pas en entendre parler, donc il veut aller avec de force et gérer le dossier de lui-même, ce que les Européens ne pourront pas. Mais sauront-ils justement y arriver? Est-ce que les États-Unis et la Russie vont parvenir à résoudre ce conflit sans composer avec l'Europe? Mais le véritable problème, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si les États-Unis disent l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN, bien... Zelensky se dit prêt à céder, à laisser sa place, céder le pouvoir, si au moins le pays va être accepté comme membre futur de l'OTAN. Donald Trump a dit qu'il n'est pas possible que l'Ukraine adhère donc à l'OTAN. Donc l'Ukraine doit continuer à rester neutre pour justement ne pas frustrer l'ennemi d'en face qui est la Russie, pour justement que l'équilibre et la paix reviennent en Europe, notamment là-bas, l'Europe de l'Est. Et donc, est-ce que les Européens vont cesser de pousser Zelensky derrière pour dire non, on n'accepte pas? Ça va être le bras de fer entre justement Donald Trump et les Européens, et Zelensky sera juste au milieu. Peut-être que le sort se décidera finalement sans lui. Donc je crois que l'Allemagne restera très prudente sur ce dossier-là, pour justement ne pas avoir des difficultés, tant avec la Russie, où il y a des accords, notamment sur le gaz et beaucoup d'autres choses, et également ne pas avoir des difficultés avec les États-Unis. Sur le plan politique interne en Allemagne, d'après vos analyses, quels seront les futurs chantiers prioritaires du chancelier allemand? Ça va être l'emploi, ça va être l'industrie allemande, ça va être également la création de l'emploi pour les jeunes, comme j'ai dit, mais de veiller à ce que l'économie allemande continue d'être là. Ce pays qui est quand même la première économie européenne et troisième sur le plan mondial. L'Allemagne ne voudrait pas perdre cette place pour rien au monde. Et donc, si partout ailleurs en Europe, il y a des difficultés, le chancelier qui vient doit continuer à veiller à ce que l'industrie allemande se porte toujours bien et que les entreprises allemandes continuent d'avoir le vent en poupe, justement pour que l'économie allemande se porte bien, la première en Europe, dans toutes les situations. En matière de diplomatie, politique étrangère, quelle est votre analyse des relations entre l'Allemagne et l'Afrique?
pour ne pas citer les anciennes colonies allemandes. Oui, vous savez, l'Allemagne est l'un des pays les plus aimés en Afrique. On peut multiplier les exemples. Avec des relations beaucoup plus stables. Oui, l'Allemagne reste un pays, comme je dis, c'est un pays assez prudent, qui évite l'ingérence, qui évite de dicter des conduites à tenir au gouvernement en Afrique, et donc aimé généralement par les populations africaines de par sa façon de soutenir un certain nombre de projets, notamment de décentralisation, de la formation professionnelle un peu partout sur le continent. Et donc l'Allemagne évite généralement de dire aux Africains ce qu'ils doivent faire, même si sur certains dossiers on peut les accuser un peu, mais de façon générale, de façon globale, on voit moins les autorités allemandes dire à tel pays africain vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'Allemagne restera un pays, voilà, d'un point de vue diplomatique, accepté partout sur le continent africain de par sa façon sa façon de gérer les dossiers africains. Ici, aux États-Unis, Donald Trump dit stop à l'aide internationale, tout en justement déjà fermant la porte de USAID avec l'Allemagne, ou sinon la coopération allemande tient, en tout cas, reste un partenaire stratégique pour l'Afrique, notamment à travers la GIZ. Oui, la GIZ, c'est ce que je dis. On aurait pu être dans d'autres conditions. L'Allemagne aurait pu poser des conditions pour avoir accès à un certain nombre d'accompagnements qu'apporte la GIZ qui comprend plusieurs projets dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Mais ça n'a jamais été le cas. L'Allemagne accompagne pratiquement tous les pays à travers la GIZ. Et donc, avec ce nouveau chancelier, on ne peut pas s'attendre à ce que cette coopération cesse. Si Donald Trump voudrait voir clair dans les choses, l'Allemagne, ils font des choses déjà dans les règles de l'art. Et donc, ce chancelier qui vient, on lui fera peut-être le point de la situation du pays. Et il continuera justement à accompagner les pays africains à travers la GIZ, qui accompagne tous les pays, pas seulement africains, mais à travers le monde. Donc, c'est la coopération internationale allemande, très solide, très pragmatique à mon avis, et ils savent justement identifier les besoins avant de pouvoir accompagner. Donc, ça va devoir continuer, je crois. Friedrich Merz, le futur chancelier allemand, et on va dire à l'issue donc des législatives de ce week-end, d'ici avril, promet de former son futur gouvernement, mais la question pour avoir la majorité au Parlement, son parti CDU devra composer avec un autre. La question c'est avec qui va-t-il composer? Avec qui on pourra parler il y a, comme j'ai dit, le parti de l'ancien chancelier, mais il y a le SPD aussi. Le SPD, oui. Justement, qui pourra justement apporter donc son score pour permettre au CDU d'avoir la majorité absolue, justement pour se passer des autres partis politiques qui pourraient poser des problèmes. Donc je crois qu'on misera beaucoup plus sur le SPD. Après ces élections, on pourra donc dire qu'il y aura une forme d'équilibre ou de stabilité un peu sur la scène politique allemande? Justement, ce retour du CDU permet d'avoir juste une stabilité, mais également une crainte. Une crainte, c'est la montée de l'extrême droite qui continue. Donc, comme je disais, il y a quelques années, c'est 10%, mais là ça fait plus de 20%. Plus de 20%, 21% précisément. Donc, précisément 21%, ça doit commencer par... Et une montée en puissance à craindre? Une montée en puissance à craindre, parce que si on est déjà à 20%, et 21%, autant pour moi, est que le CDU, parti historique qui a toujours gagné, est à 29%, 8% d'écart, ça peut forcément se rattraper dans quelques mois, dans quelques années, et c'est pas bien pour l'Allemagne. Mais Olaf Scholz, le chancelier sortant, aura quand même eu un très court mandat. Très court mandat, parce que son parti n'a pas su répondre, je dirais, à l'attente des électeurs et des Allemands qui attendraient beaucoup plus après la phase Angela Merkel s'attendait plus. Je peux dire peut-être qu'il a été également victime du bilan de Angela Merkel, parce que tout ce que Angela Merkel a eu à faire durant ces années, n'importe qui ne pourrait pas le remplacer facilement. Et donc on a vu que notre ami a payé cash par rapport à la performance de l'ancienne chancelière. Il n'a pu faire comme elle faisait, et donc les gens ont décidé de le remplacer en retournant la balle au CDU. Merci Didier Assogba, journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation dans le décryptage du jour. Merci à vous également de nous avoir suivis.